Sauter dans le vide à plus de 10 mètres de haut pour attraper une prise, même assurée, demande beaucoup de courage. Mais le courage sans la technique, ça ne sert à rien. Le jeté est le mouvement le plus spectaculaire de l'escalade. Pour être le premier champion olympique de l'histoire de la discipline à Tokyo en 2020, il faudra absolument le maîtriser. Au JO, les grimpeurs devront performer dans un combiné de 3 épreuves. La vitesse, un parcours de 15 mètres de haut où il faut arriver plus vite que son adversaire. Le bloc, 4 murs successifs, pas forcément très hauts, mais extrêmement exigeants. Et la difficulté, un mur de 15 mètres de haut que les athlètes découvrent quelques minutes seulement avant de grimper, avec des inclinaisons différentes tout au long du parcours et une succession de prises qui changent à chaque tour de chaque compétition. Manu Cornu a été vice-champion du monde du combiné en 2016 lors des mondiaux de Paris. Il nous a invités au centre d'entraînement de l'équipe de France d'escalade en Isère avec notre caméra qui transforme les secondes en minutes pour comprendre comment réussir le grand saut. Bienvenue dans Invisible. Manu Cornu aime se jeter dans l'inconnu. Le jeter semble être une simple question de courage. Il suffit de pousser avec les jambes, de s'agripper fort avec les doigts et de ne pas avoir peur du vide. Mais ça, c'est à vitesse réelle, car en ralentissant le temps, on comprend ce qui se cache dans l'invisible. Le jeter nécessite une extrême lucidité. Du 5e étage d'un immeuble, sur une paroi inclinée à 45 degrés, Manu Cornu doit imaginer la trajectoire idéale pour aller chercher une prise plus haute que la barre transversale d'un but de football. Cette trajectoire doit être la plus linéaire possible. Plus le saut est droit et rapide, plus la réception sera précise. Mais après un long effort, le grimpeur est déjà dans le rouge. Chaque mur de chaque compétition est unique. Chaque jeté est donc différent. Lorsqu'un obstacle cache la prise, c'est en l'air au tout dernier moment qu'il découvre sa forme et sa taille. Et pour être certain de la gripper, Manu Cornu a un petit secret. Il saute légèrement plus haut que nécessaire. Pour sauter aussi haut, tout part de l'impulsion. Ce sont les jambes qui donnent la vitesse et la puissance nécessaires. Elles agissent comme un ressort et libèrent plus de 3100 watts, assez pour démarrer un fer à repasser professionnel ou les scies circulaires les plus puissantes du marché. Manu Cornu se propulse alors à 8,5 km/h. C'est loin du gibbon à main blanche, mais c'est bien mieux que la rainette de la Caroline. Les bras ne donnent pas l'impulsion, mais ils sont un guide indispensable. Ils imposent la direction. Il faut savoir lâcher prise au bon moment. En théorie, les mains doivent quitter la prise le plus tard possible, quand les bras sont en extension vers le bas. Quelques centièmes en trop sur la prise de départ, et la réception est manquée. Débute alors la phase la plus grisante de ce voyage. L'espace d'un instant, il vole.
Instinctivement, il fait glisser son pied le long de la paroi pour s'en éloigner le moins possible. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la première étape de la lutte contre le plus grand ennemi du grimpeur, le ballon. Une fois lancé, il faut maintenant s'arrêter. C'est l'instant le plus risqué du jeté, là où l'athlète peut tout perdre. Avec l'élan, Manu se retrouve quasiment parallèle au sol. Pour contrer cette force, il utilise une parade connue de tous les grimpeurs, la technique du scorpion. Le dos courbé, il replie ses jambes au-dessus de ses fesses. En fléchissant ses membres inférieurs, il remonte son centre de gravité. C'est son obsession durant tout le mouvement. Rester le plus proche possible du mur. Dans un dernier effort, il contracte tout le haut du corps et tire sur ses bras. Il peut maintenant reposer les pieds sur le mur, soulager ses bras et poursuivre son ascension. De l'instinct, le sens du timing et du courage, Manu Cornu est l'un des grimpeurs les plus spectaculaires du monde. Aux Jeux Olympiques, il faudra être extrêmement polyvalent pour maîtriser les 3 épreuves. Manu Cornu a déjà montré que c'était une de ses qualités en finissant vice-champion du monde du combiné à Paris et finaliste de Ninja Warrior l'année dernière où il avait échoué sur une sorte de jeté. Il y a 5 paliers, donc 4 intervalles. Entre le premier et le deuxième, il y a 1,16 m. C'est difficile, mais on y croit. Attention maintenant. Oui. Ensuite, entre le deuxième et le troisième, 1,32 m. Attention, il pourrait faire mieux que Guillaume Moreau. Oui. Mais chaque grimpeur a bien sûr sa spécialité. Et pour Manu, c'est le bloc. Pour comprendre toute la pression d'un jeté en compétition, nous l'avons suivi lors de la demi-finale des derniers mondiaux à Innsbruck. Il a 4 minutes pour découvrir le bloc et monter au sommet. 4 minutes d'effort, 4 minutes de repos en isolation, puis un nouveau mur et ainsi de suite. Invisible vous plonge dans la tête d'un grimpeur et de son mouvement préféré. C'est un de mes points forts, le jeté. Je crois qu'il n'y a pas un jeté que j'ai pas réussi à faire en compète. Mais je l'appréhende vachement. Souvent, le premier ou le deuxième essai, je le gâche un peu. Ça me fait vachement peur. Si tu commences à trop réfléchir en isolement, tu peux te mettre dehors tout seul en fait. Il y en a qui font un peu les malins, montrer qu'aujourd'hui ils veulent être forts et tout, mais je fais complètement abstraction d'eux. C'est une concentration générale. Après, moi j'écoute quasiment que du rap français. Le rap, ils veulent tous être numéro 1. Pour les sportifs, c'est bon de se dire bah, ok, aujourd'hui c'est moi le meilleur. Si la tête suit, je peux battre n'importe qui. Manuel Cornu, the great entertainer, he's on number 1. En bas du bloc 1, je me dis je vais le faire. Dans un bloc comme ça, c'est que de la sensation, de la recherche d'équilibre. J'ai pris le temps justement de trouver le point d'équilibre parfait pour pouvoir libérer ma main, remonter le pied. Je le fais au premier essai, donc sur le coup, le seul indicatif que ça me donne, c'est ok, je suis dedans, je suis concentré et c'est parti, quoi. Allez Manu, solide, allez. C'est un bloc de coordination, je peux pas aller chercher la deuxième prise sans avoir les deux mains dans le vide.
C'est pas un jeté qui est très loin, mais c'est assez physique dans le haut du corps quand même. La fin, c'est un jeté un peu à l'aveugle, où les jambes rentrent un peu plus en action parce qu'il faut donner un peu de la hauteur. Il faut aller quand même un peu loin et il faut être précis sur l'arrivée alors qu'on ne voit pas la prise. Donc, je pense que je vais un peu trop loin. Si t'as les mains un peu mal placées, c'est sûr que ça part tout de suite. J'ai pas mal d'informations de mes 2 premiers essais. Il faut que je me réadapte par rapport à ce que j'ai appris, quoi. Allez Manu, allez! C'est très rare de devoir faire les 4 blocs. En demi-finale, en général, il faut en faire 2, 3. Aujourd'hui, il fallait faire les 4 pour se qualifier, pour être dans les 6 premiers. C'est quand même très rare. Je pense que l'attitude que j'ai quand j'arrive dans ce bloc-là, elle est pas bonne. La première chose que je m'étais dit, c'est tiens, ça a l'air d'être un bon bloc physique et je vais avoir du mal. Je me suis sorti tout seul en fait à me dire ça. J'ai mis beaucoup de temps à démarrer, à aller prendre la première qui était loin. J'avais prévu de sauter un peu du coup à celle-là en mettant le pied sur le volume noir. Mais au final, quand j'ai poussé, ça m'a fait sortir la main. Je suis parti en faisant une espèce de vrille. C'était un jeté vraiment sur le côté et ça c'était compliqué en fait de retenir le ballon là-dessus. Le faire tout de suite à 2 mains, c'était vraiment la solution où on prenait le moins de risques, la solution idéale. S'il réussissait ce jeté-là, il y avait de grandes chances qu'il réussisse le bloc, donc ça porte préjudice de manière importante là. Ah, putain de sa race. Ah putain, le 3, ouais. Je l'ai subi ce putain de bloc. Dès que je l'ai vu, j'ai dit putain lui c'est le physique. Oh, on peut rentrer à la maison. Hein. Je suis pas mécontent de ma grimpe. Je pense que j'étais pas mal, mais un peu de déception. J'ai plus la vision déjà un peu loin sur les jeux. Il y a des domaines sur lesquels je dois progresser. Dans l'intensité, il faut que ce soit plus haut. Tant que je ne suis pas out, je te dirais que j'ai champion du monde. Le record du monde de jeté est détenu par un Américain, Skyler Wicks. En 2010, il a réussi à attraper une prise à une distance de 2,85 m sous les yeux des officiels du célèbre Guinness Book des records. Ce n'était pas pendant une compétition d'escalade, mais un concours de jeté. Cette technique de mouvement dynamique, le dyno en anglais, a à peine 60 ans. Avant, on considérait que sauter pour attraper une prise était assez inélégant. Ce record, c'est le résultat de nombreuses années d'évolution donc. Mais combien justement? 30 ans? Comme quand les premiers championnats du monde sont apparus? 70 ans? Comme quand les grimpeurs ont envahi le Yosemite Park aux États-Unis ou Fontainebleau en France? Des centaines d'années, des milliers, des millions? Pour comprendre le jeté et cette envie insatiable d'escalader, il est temps de se poser une question simple, mais essentielle. Depuis quand l'homme grimpe? Il y a 380 millions d'années, un poisson se met à ramper sur la terre ferme pour conquérir un environnement encore vierge. Sa descendance s'adapte ensuite lentement. Pour se nourrir, se reproduire en dehors de l'eau, puis pour fuir les grands prédateurs terrestres.
Et pour survivre, certaines espèces prennent de la hauteur. Souminia jetmanovi est le plus vieux spécimen arboricole connu. Mais il y a 260 millions d'années, lui était encore à 4 pattes. Ensuite, les grands singes apparaissent. Ils commencent à céder des bras pour se déplacer dans les arbres. Les forces entre les mains et les pieds sont mieux réparties. Ils peuvent se balader sur des branches plus fragiles et conquérir de nouveaux territoires. Ce serait la première forme de bipédie. Il y a 300 000 ans, Homo sapiens voit le jour. Homo sapiens, c'est l'homme, retourné sur la terre ferme mais dont tout le système musculo-squelettique a gardé la mémoire de la vie dans les arbres. Le pouce ou le gros orteil, par exemple, joue un rôle de pince. Autrefois pour saisir les branches, aujourd'hui pour manipuler des outils. L'homme a donc grimpé avant même d'exister, et a ensuite toujours cherché à aller plus haut. Fin 19e, l'alpinisme est un passe-temps pour aristocrates aventureux qui cherchent à aller de plus en plus haut. Pour s'améliorer, ces pionniers s'entraînent au pied des montagnes sur des parois de quelques mètres seulement. L'escalade moderne est née. Les techniques progressent et le jeté est inventé au milieu des années 50. Ce saut dans le vide est donc tout récent, mais c'est le résultat de centaines de millions d'années d'évolution. La nature est un grand laboratoire où l'homme et l'animal ont affiné leur art de la grimpe. Tout au bout de cette lente évolution est venue l'épreuve de vitesse. C'est en Russie dans les années 40 que cette discipline est née. C'est la troisième épreuve du combiné, la plus atypique. Certains puristes de l'escalade considèrent même que ce n'est pas vraiment de la grimpe. En tout cas, il y a 15 mètres à gravir le plus rapidement possible sur un parcours qui est toujours le même. La femme la plus rapide de la planète est française, elle s'appelle Anouk Jobert et en avril, elle a égalé le record du monde en 7 secondes et 32 centièmes. Attention de ne pas cligner des yeux pour y rater une bonne partie de la montée. « 7 secondes et 32 centièmes pour monter l'équivalent de 5 autobus l'un sur l'autre, c'est impressionnant. Pour comprendre toute la difficulté de ce sprint vertical, arrêtons encore une fois le temps et comprenons avec Anouk comment réussir son jeté lorsque l'on arrive lancé. L'escalade de vitesse est un jeu de dominos. Une erreur en bas du mur peut avoir des répercussions tout en haut de l'ascension. Pour qu'Anouk Jobert réussisse son jeté, tout doit être parfait. Le jeté, on saute une prise pour essayer de gagner du temps. Le risque quand on saute une prise, c'est de perdre du temps lors de l'atterrissage. Donc on essaye d'engranger déjà un maximum de vitesse avant de sauter. Et tout de suite de la recréer dès qu'on arrive sur la prise avec les bras. Et donc c'est là toute la difficulté de garder la fluidité, conserver la vitesse qu'on a créée pour ne pas la perdre. Toute la force générée doit servir à une seule chose, pousser vers le haut et uniquement vers le haut. Il faut accumuler énormément d'énergie pour sauter et repartir. Cela dure moins d'une seconde, mais pour elle, c'est une éternité. C'est le geste qui lui prend le plus de temps. À cette vitesse, le timing est crucial. Si elle enlève trop tôt la main, elle s'écarte du mur et a du mal à pousser avec le pied. Si elle enlève la main trop tard, elle perd du temps car elle se retrouve accroupie à l'arrivée et a du mal à enchaîner.
c'est vraiment beaucoup de concentration pour réussir à coordonner toutes les actions au bon moment. Et c'est vrai qu'il y a cet instant où on décolle. On ne sait pas encore si on va atteindre la prise. On se concentre pour bien la viser avec les mains, mais c'est un petit instant de suspense. Et après, tout de suite, revenir en force pour serrer la prise d'arrivée. C'est quelque chose qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. Donc quand on arrive à le faire de manière fluide, on a l'impression en fait qu'on ne force pas, qu'on est tout léger et qu'on vole d'une prise à l'autre. C'est vraiment magique. En un instant, l'un de ces 3 jetés peut la propulser vers la victoire ou lui faire tout perdre. La vitesse est une discipline extrêmement cruelle. À chaque tour, l'élimination guette. Au dernier championnat du monde, c'est sur l'appui juste avant un jeté qu'Anouk a perdu en 8e de finale. Chez les hommes, c'est sur le tout dernier jeté que Bassa Mawem, un autre Français, a perdu le titre mondial. Ready? Ce geste est un casse-tête. Comme toute l'escalade, c'est une suite de problèmes biomécaniques à résoudre et pour lesquels, en compétition, on ne peut compter que sur soi. En parcourant le net, on tombe sur des JPG, des jetés particulièrement géniaux, comme celui de Tomoa Narasaki. Mais à l'entraînement, on peut le tenter des centaines de fois. En compétition, la marge d'erreur est infime. En vitesse, pas le droit à l'erreur. En bloc et en difficulté, les grimpeurs n'ont que quelques minutes pour réussir. Pour ces exigeants mouvements XXL, la mémoire RAM tourne sur le CPU pour se remémorer les centaines de gigas de jetés stockés en GIF sur ces HDD de ces ACE, ces athlètes carrément exceptionnels. Pour mieux apprécier les plus beaux jetés des derniers championnats du monde, arrêtons une dernière fois le temps et regardons au bon endroit. On se quitte avec le SDD, le souci du détail. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau geste et un nouveau sport où on devrait pas mal ramer. D'ici là vers l'invisible, au-delà.